Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet échange organisé par Sodexo consacré à un enjeu de santé publique trop souvent oublié, la dénutrition. C'est un fléau silencieux, discret, qui ne fait pas la une des journaux, mais qui touche pourtant près de 2 millions de personnes en France. Que ce soit des personnes âgées bien sûr, mais aussi des jeunes, des patients hospitalisés, des personnes en situation de handicap, la dénutrition s'installe parfois sans bruit, sans signe avant-coureur. Elle affaiblit, elle isole et elle fragilise. Aujourd'hui, c'est plus de 800 sites partenaires opérés par Sodexo qui sensibilisent à ce sujet quotidiennement et nous allons nous interroger ensemble. Enrichir l'alimentation, est-ce vraiment suffisant pour lutter contre la dénutrition? Autour de cette table, des regards croisés, médecins, diététiciens, chefs de cuisine, orthophonistes, psychiatres et surtout celui du patient. Car derrière les chiffres, il y a des histoires. Derrière chaque protocole, il y a des choix de vie. Derrière chaque repas, il y a une histoire de plaisir, d'autonomie et de dignité. Nous allons déconstruire ensemble les idées reçues, explorer des solutions concrètes et redonner sa place au plaisir de manger. Car lutter contre la dénutrition, c'est aussi écouter, comprendre, accompagner les patients, les soignants, mais aussi les aidants. Merci à nos invités pour leur présence et leur engagement quotidien. Merci à Agathe Reynaud-Simon, chef du département de gériatrie à l'AP-HP et présidente également du clan central de l'AP-HP, et puis présidente du collectif de lutte contre la dénutrition. Marion Maignan, responsable de la qualité nutrition chez Sodexo, Xavier Cormary, orthophoniste, spécialiste des troubles de la déglutition, Hugo Saoudi, psychiatre spécialiste des troubles du comportement alimentaire et membre de la FSEF, et ainsi que Pascal Dubois, référent culinaire chez Sodexo. Pour débuter cet échange, je me tourne vers vous, Agathe, avec cette première question. On pense souvent que la dénutrition ne concerne que les personnes âgées ou qu'il suffit de manger plus. Est-ce vraiment si simple? Quelles sont selon vous les idées reçues les plus fréquentes et les profils concernés aujourd'hui sur la dénutrition? Pour la première question, la dénutrition ne concerne pas que les personnes âgées, c'est important. Nous avons travaillé avec l'assurance maladie l'année dernière pour mettre en évidence que si on pouvait identifier plus d'1,3 million de personnes qui vivent à domicile et qui ont reçu au moins un CNO, c'est-à-dire identifiés comme dénutris, ils sont 1,3 million et la moitié a plus de 76 ans, mais la moitié a moins de 76 ans. Et on peut dire maintenant qu'en pédiatrie, au moins jusqu'à l'âge de 17 ans, il y a 47 000 enfants dénutris en France. Et tout le reste, évidemment, ça augmente avec l'âge, mais bien sûr, c'est aussi une maladie de jeunes. La deuxième question, c'était... Quelles sont les idées reçues les plus fréquentes que l'on retrouve sur la Alors, dénutrition? les idées reçues contre lesquelles on va essayer de travailler, c'est la première que c'est normal de maigrir en vieillissant. Alors, c'est fréquent, c'est pour ça que ça a été intégré comme notion normale. C'est fréquent, mais pas parce que les personnes âgées sont vieilles, mais bien parce qu'elles ont des maladies, des handicaps, des facteurs de risque de dénutrition. Et donc, une personne âgée qui maigrit, qui se dénutrit, c'est d'abord quelqu'un à qui il faut faire un bilan médical pour essayer de comprendre pourquoi elle se dénutrit et en même temps mettre en place une prise en charge nutritionnelle. Très bien. C'est un peu le même sujet pour les malades jeunes, par exemple, qui ont un cancer. Et on dit, c'est normal, ils maigrissent. En fait, c'est peut-être fréquent là aussi, mais en tout cas, c'est très mauvais pour leur pronostic. Ça va augmenter le risque de complications, d'hospitalisation. Et donc là aussi, il ne faut pas accepter cette perte de poids comme une sorte de fatalité, mais l'identifier et la prendre en charge. Après, il y a d'autres idées sur la dénutrition, en particulier sur une personne âgée qui a besoin de moins de viande, par exemple, alors que dans la réalité, au contraire, les personnes âgées, elles ont besoin de plus de protéines que les personnes jeunes. Leur métabolisme protéique est un peu lent. Finalement, il y a une moins bonne rentabilité des protéines dans leur corps. Donc ça, c'est aussi une idée reçue. Après, il y en a d'autres. Et justement, pour rebondir, quels sont les profils justement qui sont concernés aujourd'hui par la dénutrition? On a vu que c'était à la fois des jeunes, mais aussi des personnes plus âgées. Est-ce que, en fonction des pathologies, que ce soit en oncologie ou autre, il y a des variétés qui sont plus accentuées? Alors, que ce soit chez les adultes jeunes ou les personnes âgées, je pense que les grosses maladies,
comme en particulier le cancer, mais aussi l'insuffisance rénale chronique, les insuffisances respiratoires chroniques, des maladies suffisamment graves pour avoir un impact sur la vie quotidienne. En fait, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. À ce moment-là, la prévalence de la dénutrition, elle est importante. Alors, on ne dispose pas forcément de chiffres très précis dans telle maladie, tant dénutrie. On n'en est malheureusement pas encore là, mais on y viendra peut-être. En cancérologie, c'est assez bien décrit, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans leur parcours, 40% des patients connaîtront la dénutrition. Et après, il y a des pathologies dans lesquelles la dénutrition est beaucoup plus fréquente, comme dans les pathologies digestives. En effet, donc l'organe qui permet d'assimiler les nutriments est affecté. Dans les pathologies qui donnent, et beaucoup moins dans d'autres pathologies, mais quand même présentes dans le cancer du sein et de la prostate, par exemple, où il y a quand même 10-15% des personnes qui sont dénutries. Donc il y a forcément des pourcentages qui sont un peu différents, mais en fait, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'à partir du moment où on a une de ces maladies graves, il faut peser régulièrement, et s'il y a une perte de poids, il faut agir. Et au niveau des résidents, est-ce qu'il y a un pourcentage, une moyenne qui ressort ? Alors, ce qui est beaucoup écrit, c'est qu'à peu près 30% des résidents dans les EHPAD sont en situation de dénutrition. Je pense que ces chiffres sous-estiment la réalité. D'abord parce que c'est une population qui est particulièrement vulnérable au sujet de la dénutrition. C'est des gens qui sont très âgés et malades et dépendants. Et qu'en plus, on gardait ces chiffres de 30% à l'époque où les critères diagnostiques de dénutrition ne tenaient pas tellement en compte la masse et la force musculaire. Et en réalité, si on faisait maintenant, je pense, des études dans les EHPAD avec les critères de 2021, on aurait des chiffres beaucoup plus élevés. Après, l'idée, ce n'est pas de battre des records de prévalence, c'est surtout de prévenir et d'agir au moment. Très bien. Et donc, vous êtes tous des professionnels de la santé autour de la table. Comment finalement la médecine, entre autres, aborde-t-elle cette problématique de manière transversale ? Hugo, qui est psychiatre, est-ce que la partie santé mentale également est importante dans ce parcours de soins ? Alors, la partie santé mentale est évidemment importante parce que on parlait à l'instant des facteurs plus médico-somatiques qui peuvent induire de la dénutrition, mais il y a aussi des facteurs psychiatriques, psychiques qui peuvent induire de la dénutrition. L'anorexie étant le symptôme de la perte de sensation de faim est présente dans la dépression par exemple, et donc on peut retrouver des personnes qui souffrent d'un épisode dépressif et qui vont se dénutrir au fur et à mesure. Mais également, je suis spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires, donc l'anorexie mentale est un grand inducteur de dénutrition. Et une idée reçue d'ailleurs qu'on rencontre nous pour le coup assez souvent dans le cadre de notre travail, c'est de dire qu'il est nécessaire d'être maigre pour être dénutri. Alors que en fonction de l'âge développemental, en fonction de l'endroit où sont les gens, initialement avant de commencer à perdre du poids et d'atteindre un seuil de dénutrition, on peut avoir des gens qui ont un poids qui est plus ou moins considéré comme normal, tout en étant dénutris relativement à leur état de santé optimal. Ou d'ailleurs qu'il faut perdre du poids quand on est en période de croissance. Si on arrête de prendre du poids sans forcément en perdre, on peut aussi être amené à être dénutri et à casser les courbes d'évolution staturo-pondérale. Et donc, dans notre corps de métier, évidemment il y a une forme de transversalité parce qu'il faut pouvoir faire un bilan qui soit général de l'ensemble des indicateurs qui pourraient amener à cette dénutrition. Sur le plan de la santé mentale, évaluer la présence de symptômes dépressifs, de symptômes de troubles des conduites alimentaires, mais aussi la présence d'une pathologie somatique qui pourrait venir justement impacter l'évolution nutritionnelle de la personne. Et puis après, la prise en charge va se faire. Et puis, il y a d'autres facteurs dont on parlera aussi plus tard qui peuvent venir induire justement des formes de dénutrition. Et c'est important en fait de pouvoir faire des bilans qui soient globaux et de prendre en charge les patients de manière globale, à la fois sur le plan psychiatrique, somatique, au niveau médical comme au niveau paramédical. Très clair. Agathe, est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses ? Oui, alors c'est intéressant aussi dans les pathologies mentales, quand on est jeune et déprimé. La dépression, c'est une cause fréquente de dénutrition. Chez les jeunes, on peut soit prendre du poids, soit perdre du poids. Chez les personnes âgées, c'est quand même beaucoup plus fréquemment une perte de poids. Et puis, c'est vraiment important de noter que la corpulence de la personne n'empêche pas la dénutrition. On a beaucoup de situations où la personne est en surpoids, voire en situation d'obésité, et dénutrie. Pourquoi ? Parce que l'obésité, c'est trop de gras, et la dénutrition, c'est pas assez de muscles,
Et donc, on peut très bien avoir trop de gras, pas assez de muscles, et donc obèse et dénutri. Donc, ne pas s'arrêter à la personne est corpulente, il a des réserves, il n'est pas dénutri. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de la dénutrition Alors, Agathe ? la définition de la dénutrition dans les livres, Oui. c'est une insuffisance des apports alimentaires, du coup, qui ne sont pas au niveau de ses besoins alimentaires. Et ceci entraîne un dysfonctionnement des organes. Et donc, par exemple, ce qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui est très apparent dans les études, c'est que quand on ne mange pas assez, qu'on est dénutri, son système immunitaire est défaillant. Et donc, c'est pour ça que les gens qui sont dénutris font plus d'infections de manière générale, des infections plus graves. Comme à l'hôpital, les dénutris font beaucoup plus d'infections nosocomiales. Donc, vous voyez que c'est une dysfonction. Voilà, l'organe immunitaire ne fonctionne plus correctement. Très bien. Merci pour ces explications. Je me tourne vers Pascal pour accentuer sur la partie culinarité. Quelle place le plaisir, le goût, le visuel et les textures c'est fondamental, dans ton métier ? C'est fondamental. Déjà, on échange souvent avec les équipes de soins pour choisir la texture, parce que c'est pas forcément dans le mixé qu'on a de la dénutrition. Et ensuite, on choisit ensemble le complément alimentaire qu'on va mettre. On peut très bien mettre des compléments alimentaires naturels, du gruyère, de la viande, etc., comme vous avez évoqué. Et c'est souvent les cuisiniers qui sont sur place qui repèrent dans les salles à manger qui ne mange pas et pourquoi, et qui alertent le personnel de soins. Et après, on choisit ensemble la texture, on choisit ensemble la quantité. Ça ne sert à rien de faire des assiettes énormes, ça ne donne pas envie de manger. Il faut juste donner du goût, du plaisir et cuisiner un tout petit peu plus pour la personne, c'est tout. Très bien. Et sur cette notion de texture, Marion, je crois que tu voulais rebondir tout à l'heure dessus. Oui, effectivement. Donc, les textures, ça nécessite un vrai savoir-faire, des formations, du matériel et surtout de la vaisselle adaptée. Le travail de présentation, comme vous l'avez dit, il est primordial pour les textures. Et je voulais aussi souligner l'importance de décliner le menu du jour pour deux raisons. Garantir un apport nutritionnel suffisant et également pour garantir une bonne variété pour ces patients qui sont en texture adaptée. Et donc l'objectif, c'est toujours de donner, de ce que je comprends, que le patient ou le résident puisse se nourrir avec la quantité qu'on lui a donnée le jour J et qu'il ne laisse rien dans son assiette finalement. Et toujours cette notion de plaisir, d'attirance du plat pour la santé mentale aussi en finalité. Donc c'est un tout. Et je me tourne vers Xavier. Xavier, comment on peut dépister efficacement les capacités de déglutition dans la dénutrition et quel rôle joue finalement cette déglutition dans la prévention de la dénutrition ? Déjà, première question, c'est ça. Quel est le rôle de la déglutition dans la prévention de la dénutrition ? En fait, c'est un obstacle. C'est un obstacle, on peut l'imaginer matériellement. J'ai pour une raison ou pour une autre un corps étranger au fond de la gorge, j'ai une maladie, etc. Ça peut être un obstacle pour avaler. Mais plus classiquement, c'est la difficulté à avaler qui va donc être un obstacle à une bonne nutrition. Mais aussi des solutions inadaptées. On a évoqué le mixé, on a évoqué d'autres textures. Ça peut être inadapté à la personne. C'est-à-dire, ce qu'on va retrouver souvent, malheureusement, c'est du mixé qui est trop donné aux résidents. Il y a trop de résidents qui ont une alimentation mixée, alors qu'ils pourraient mâcher. Et ils pourraient mâcher, pas formidablement bien, mais ils pourraient mâcher. Donc ça va être intéressant de dépister les gens de telle sorte à déterminer qui va bénéficier d'une alimentation mixée. C'est les gens qui ne peuvent pas du tout mâcher. Des gens qui vont pouvoir mâcher et donc bénéficier d'une alimentation à mâcher, même facile à mâcher, même très facile à mâcher, mais qui soit déjà un peu masticable. Donc en fait, le dépistage, il va permettre, je sais pas, on pourrait dire que la déglutition, c'est un peu le boulet de la nutrition, et on va essayer de lever l'entrave au maximum, dans la mesure du possible et du raisonnable. Je ne suis pas en train de dire que demain tout le monde mangera des frites, c'est formidable, mais dans la mesure du possible, on va essayer de lever l'entrave que représentent les difficultés de déglutition pour la dénutrition. Et dans l'autre cas, et vous l'avez cité, c'est aussi la question des gens qui sont déjà dénutris et donc tellement fatigués que peu performants sur le plan moteur, donc du mal à se nourrir, du mal à mâcher, du mal à avaler, du mal à tousser s'ils avalent de travers, du mal à se posturer. Et ça va être ce qu'on va retrouver dans la sarcopénie, c'est-à-dire conséquence de la dénutrition. Donc, cause et conséquence. Du coup, sarcopénie, perte de muscle ?
perte de muscle liée à la dénutrition. Donc du coup, on se retrouve cause et conséquence. Cause, la dénutrition peut être la cause de la déglutition dans la sarcopénie, et la déglutition peut être la cause, ou beaucoup participer à la cause de la dénutrition. Très clair. Je crois que tu avais développé aussi le pot gourmand dans cette logique-là. Alors, on a développé avec Sodexo le pot gourmand. Tout est dit, c'est gourmand. Allez, je dis la recette parce que j'en ai beaucoup profité. Et pour le coup, moi, je lutte contre ma propre dénutrition avec ça. Petit morceau de brioche de la taille de l'ongle de mon pouce. Pourquoi l'ongle de mon pouce ? Parce que c'est inférieur au diamètre du larynx. Le but du jeu, c'est de ne pas donner à des gens qui ont des difficultés pour mâcher, mais qui peuvent, des mâcheurs faibles, le juste milieu. Voilà, leur donner une alimentation qui soit très facile à mâcher, et s'ils l'avalent sans la mâcher, que ça n'obstrue pas leur larynx. Donc des morceaux inférieurs à la taille de l'ongle de mon pouce, 1,5 cm, c'est inférieur à la taille du larynx. On imbibe ça avec du café, et on sert ça avec de la crème pâtissière. C'est vachement bon. Et le plaisir que ça représente, en fait, est un bon vecteur de lutte contre la dénutrition, tout simplement. Versus blédine, ok ? je ne suis pas contre la blédine, pardon, on va dire versus les céréales en bouillie, il n'y a pas que la blédine. Versus les céréales en bouillie servies aux gens qui sont habituellement en texture mixée. Enfin, en termes de plaisir, on n'est pas sur le même produit, la présentation, le visuel, le goût, tout plaide en faveur de donner ces petits morceaux faciles à mâcher. Après, on peut changer, madeleine. Oui, adapté. Vous avez tous fait ça pour vos enfants, ben on l'a fait pareil. Et c'est vraiment addictif. C'est gourmand. Ouais. Et est-ce que dans cette notion de dénutrition, il y a aussi la notion de reprise de confiance du coup, je me tourne vers toi, Hugo. Reprendre confiance petit à petit, finalement, jusqu'à devenir autonome et du coup être en capacité de choisir ce que l'on va manger. Alors, c'est particulièrement le cas dans le cadre de traitement de l'anorexie mentale, où les choix alimentaires vont être dictés par une maladie psychique qui empêche l'accès justement à une forme de plaisir, parce que ce plaisir fait peur, il y a une peur de perte de contrôle autour de cette alimentation plaisir. Et donc on va chercher à retrouver petit à petit, à se confronter, puis petit à petit à retrouver une forme de plaisir alimentaire, mais aussi une forme de plaisir social qui est fondamentale dans le fait de s'alimenter, pour pouvoir retrouver des choix qui soient adaptés et du coup se déterminer soi-même en fonction de ses propres choix alimentaires, mais aussi en fonction de ce qu'on privilégie en termes social. Si on veut aller manger avec des amis dans un plat qui nous plaît peut-être un petit peu moins, mais que c'est vraiment des amis en qui on tient, auxquels on tient fort et que c'est important pour le groupe que tout le monde soit là, on doit pouvoir être en mesure d'aller manger une pizza même quand on n'aime pas trop ça, ce qui est relativement rare, mais d'aller manger une pizza même quand on n'aime pas trop ça, plutôt que de rester dans des choix qui sont imposés par un trouble mental. Ouais, et du coup, ne pas prendre son repas et du coup accentuer la dénutrition. Accentuer l'isolement, accentuer les difficultés qui sont en lien avec l'autre. Tout à fait. Sur les aspects psychologiques, l'élément de choix de ce qu'on va manger est capital. Et là, je pense aux personnes qui sont à l'hôpital et en institution, où finalement, surtout chez des personnes âgées, on ne les fait pas vraiment choisir, on travaille un peu par aversion, ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas choisi ce qui arrive devant eux. Et ça imaginez-vous au restaurant, vous arrivez, on vous donne un plat que vous n'avez pas choisi, vous n'êtes pas content. Voilà. Et donc, c'est ça qui arrive. Et donc l'élément du choix du plat, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler quand les gens sont un peu captifs des institutions comme ça. Et ce n'est pas toujours facile, mais il y a eu des expériences qui ont été faites. Et finalement, si vous faites un peu comme au restaurant et que vous donnez une carte et que le menu arrive après avec ce que vous avez demandé, les gens mangent mieux. Oui. Si vous passez dans l'hôpital avec des chariots où il y a 2 ou 3 choix et que vous choisissez, vous mangez mieux. Non seulement vous mangez mieux, mais en plus, vous limitez le gaspillage alimentaire parce que vous avez choisi ce que vous allez prendre. Donc l'élément du choix et du contrôle et d'avoir prise sur ce qu'on fait et ce qu'on choisit de faire dans l'alimentation, c'est vraiment un point important. Donc c'est vraiment un travail pluridisciplinaire avec la médecine et les partenaires typiquement de restauration qui vont accompagner les équipes soignantes dans la création des menus et ensuite donner du choix et de l'écoute via ce menu ou ce repas pour accentuer la prise de l'alimentation. Je voudrais rajouter un élément qui me tient particulièrement à cœur là-dessus, c'est une éthique du soin, une éthique de la cuisine en fait. Parce que
Si on arrive à donner une alimentation qui n'est pas mixée, déjà, on est moins réducteur. Dans la même idée du choix, on est moins réducteur pour les gens. Aujourd'hui, en EHPAD, alors moi je parle d'EHPAD parce que c'est dont j'ai l'habitude, mais les gens ont peu la parole. C'est pas qu'on ne leur donne pas, c'est qu'ils ne l'apprennent pas. C'est une génération qui ne parle pas forcément, qui n'ouvre pas toujours le champ des possibles de lui-même, ne réclame pas. Et en donnant une alimentation très restrictive comme le mixé, en fait, on restreint le choix des possibles. Et leur seule manière de dire non, c'est de repousser l'assiette. Ils ne diront pas, ils vont repousser l'assiette et ils ne vont pas consommer. Et donc, dénutrition, donc gaspillage, etc. Donc, c'est pour ça que la bonne texture à la bonne personne, c'est extrêmement important, et de l'avoir dépisté, ensuite la produire, parce que ça ouvre le champ des possibles, avec des gens qui n'ont pas la parole. C'est difficile de faire de l'éthique avec des gens qui ne disent pas non. C'est ça le problème. C'est comment on fait parler quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler, qui ne prend pas la parole. Donc on recrée le dialogue par la... On recrée le dialogue, mais silencieux finalement, par le choix alimentaire, et on voit que les gens consomment en fait. C'est pas magique, c'est pas formidable, c'est juste on a ouvert le champ des possibles. Et ça, c'est vraiment fondamental au niveau relationnel, ce que ça construit de la relation entre les soignants, les cuisiniers et les résidents. C'est pour ça qu'on demande à nos chefs de passer régulièrement en salle à manger pour voir si ça a été, instaurer un dialogue. Des fois, ils ont tendance à se confier plus aux chefs de cuisine, ça rassure la toque, etc. Et souvent, ils disent « Ah, pourquoi on me donne du mixé? J'aimerais bien manger un peu, il y avait des frites, j'aurais bien aimé en manger. » Et ça, c'est important, ouais. Très, très important. D'où l'importance, alors je réagis, parce que frito, là, il va faire gaffe, mais il est interdit d'interdire. Oui. Ma posture, c'est de dire il est interdit d'interdire, donc on va réfléchir, on va essayer de voir ce que les gens peuvent mâcher ou pas. On va réfléchir au taillage, et souvent on arrive justement des petits morceaux tendres ou attendris, donc une frite bien cuite, peut-être pas, mais une frite intelligemment cuite, ça doit marcher, un petit morceau, et qu'on va pouvoir servir de ce genre. Peut-être en les surveillant quand même. Oui, c'est mieux. Et là, on ouvre le champ des possibles. Pour rebondir sur vos propos, je vous propose de regarder un court extrait d'un retour d'expérience d'une jeune membre de l'association AIDA qui a eu un cancer et qui nous fait son retour d'expérience sur son parcours de dénutrition. Donc je laisse la parole à Alice tout de suite. Bonjour, je m'appelle Alice, je suis ravie de pouvoir intervenir et de témoigner au sein de cette table ronde. Alors moi j'ai été soignée pour une leucémie, j'ai eu un cancer du sang à l'âge de 13 ans, j'ai été suivie pendant à peu près 15 ans et forcément comme toute maladie, mon cancer a eu un impact significatif sur toute ma vie, sur plein d'aspects différents et notamment la nutrition. Alors moi, comment j'ai découvert que j'étais touchée par la dénutrition, c'est pas forcément découvrir, c'est je sais déjà que mon rapport à la nourriture a changé. Que ce soit déjà au début parce que j'étais très fatiguée, donc au début je pouvais plus du tout m'alimenter. Et puis après, de par les conséquences et les effets secondaires des traitements, donc j'ai eu par exemple la chimiothérapie qui a fait que j'avais toutes les muqueuses desséchées, etc. Donc c'était difficile de manger déjà. Donc je privilégiais tout ce qui était liquide, tout ce qui glissait bien, on va dire. Et puis après, il y avait avec par exemple les corticoïdes, je devais avoir des régimes alimentaires assez stricts, enlever le sel, le sucre, etc. Et donc en fait, déjà tout cet aspect-là de changement au niveau de la nourriture, de contrôle imposé, etc. Moi, mon rapport à la nourriture a totalement changé. C'était compliqué, surtout en étant jeune, entre guillemets. Il y avait mes parents qui géraient la nourriture, etc. Et puis moi, je me retrouvais là, dans ma famille, à ne pas pouvoir manger tout ce qui était sur la table. Et en fait, petit à petit, j'ai développé des troubles alimentaires. Et au bout d'un moment, j'ai perdu énormément de poids. Ce qui a inquiété beaucoup les médecins, mes parents, etc. Donc c'est comme ça entre guillemets qu'on s'est rendu compte que là ça n'allait plus, et puis forcément avec beaucoup de carences aussi. Ce qui a été le plus difficile pendant cette période, c'est surtout que déjà on se sent incompris. Il y a que nous qui vivons la maladie, il y a que nous qui vivons cet aspect avec la nutrition, avec l'aspect nourriture, etc. Donc déjà, on se sent isolé, que ce soit dans les aspects de groupe avec les copains, etc. Pour ma part en tout cas, et puis dans la famille. Et puis il faut savoir que on sait tous que la nourriture ça fédère, et donc quand il y a un aspect de régime ou autre, forcément on se sent un peu isolé, on se sent incompris. Et puis ce qui a été difficile, c'était surtout d'identifier ce qui se passait en fait. Moi, c'était beaucoup induit par les traitements.
et puis par le psychologique de dire en fait pendant un certain temps avec les corticoïdes j'étais privée de certains aliments, et puis quand j'arrêtais les corticoïdes, donc le traitement pendant un certain temps, hop, on va dire je développais un trouble où j'avais envie de tout manger, sans limite de quantité, etc. Et puis du coup après j'ai développé ce dégoût envers la nourriture que j'aimais avant, ce plaisir-là que j'aimais avant. Et c'est un peu comme si je faisais un rejet de la nourriture, parce que ça me rappelait aussi au simple fait d'être malade, en fait, et de pas être comme les autres, de ressentir une espèce d'exclusion au sein de tout le monde et de la société, etc. Et puis même l'aspect psychologique de plus retrouver tout ce plaisir-là. Donc c'est vrai que il y a eu une rupture aussi de communication, de dialogue aussi dans ma famille, notamment avec mes parents, parce que ils s'inquiétaient beaucoup, et puis ils comprenaient pas en fait ce qui se passait, et puis même moi j'étais pas forcément capable de mettre des mots dessus. Et puis après il y a tout l'aspect physique, donc moi parfois j'étais fatiguée, donc en fait on n'a plus de force pour manger, pour faire l'effort de manger. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui sont associées à cet aspect nutritionnel en tout cas. Moi, ce qui m'a aidé à retrouver le plaisir de manger, c'est en fait quand j'ai vraiment, j'ai réalisé que j'avais un dégoût envers ce que j'aimais d'habitude, et du coup je me suis dit maintenant il faut que je mette la main à la pâte, il faut que je fasse à manger et que je me dise qu'est-ce qui me ferait plaisir. Et en fait c'était retrouver un peu cette notion du plaisir et aussi du choix, parce qu'il y a aussi quelque chose qui était compliqué à l'hôpital, c'était que je me rappelle très bien quand j'étais donc en chambre aseptisée ou quoi, il y avait un chariot avec une infirmière qui passait avec un chariot de dessert ou de gâteau pour la pause du goûter. Et puis elle me disait qu'est-ce que tu veux? Elle ouvrait ma porte de loin, elle me disait qu'est-ce que tu veux à manger là cet après-midi? Et je disais j'aimerais bien les petits lus là ou ça, et elle me disait non, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Et c'était très très frustrant de pas pouvoir avoir ce choix-là, ce choix des possibles. Et donc en fait, quand j'ai réalisé que j'avais développé ce dégoût, il y avait un truc qui n'allait plus. Je me suis dit ok, il faut que maintenant je me remette face à moi-même, face à mes envies, face à mon plaisir, et que j'apprenne peut-être à changer mon plaisir, que mon plaisir auprès de la nourriture a changé, et qu'est-ce qui me ferait envie aujourd'hui. Donc en fait, typiquement aller faire des courses moi-même, me dire ce soir j'ai envie de ça, donc je me prépare ci. Voilà, c'était vraiment me réapproprier cette notion de choix. Qu'est-ce que j'ai le droit ce soir, et qu'est-ce qui me ferait envie, etc. Les rôles des professionnels de santé à cette époque-là, donc moi c'était il y a déjà quelques temps, même si je suis pas très vieille. En fait, ça n'existait pas forcément le fait qu'on me propose d'être suivi par un nutritionniste, un psychologue ou quoi que ce soit. Les soins de support n'existaient pas forcément, ou du moins n'étaient pas autant développés qu'aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de les développer aujourd'hui pour ça. Donc, je sais que le médecin s'inquiétait, dit Alice, tu perds du poids, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais donc, je pense qu'aujourd'hui, la présence de plein de professionnels de santé sur plein de disciplines différentes est très important pour justement accompagner dans ce genre d'impact au niveau des maladies, etc. Dans ce genre d'impact, comment on peut être accompagné. Moi, je sais que ça m'aurait beaucoup aidé d'être accompagnée sur plein d'aspects différents à propos de cette dénutrition. Le message que j'aimerais transmettre aux personnes qui vivent ça aujourd'hui, c'est déjà d'ouvrir un dialogue. Ouvrir un dialogue avec la personne avec qui vous vous sentez le plus à l'aise. Ça peut être un ami, ça peut être une personne que vous connaissez pas, une association, quelqu'un que vous appelez un numéro vert, ou un professionnel de santé, etc. On se sent parfois plus à l'aise avec telle personne ou telle personne. Donc déjà peut-être ouvrir un dialogue, et puis aussi se retrouver face à soi-même et se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui impacte mon rapport à la nourriture, et puis comment je peux changer ça, et si j'arrive pas à savoir pourquoi, essayer de me faire aider, me faire suivre, me faire accompagner dans tout ça, parce qu'il faut pas oublier encore une fois que la nourriture c'est aussi un aspect social, c'est un aspect de se sentir un peu comme les autres, de pouvoir partager un bon repas autour d'une table, c'est fédérateur. Et donc quand on est isolé par rapport à ce problème-là, c'est très difficile à vivre. Donc je dirais d'essayer d'ouvrir la communication avec la personne avec qui on se sent le plus à l'aise, de pas perdre espoir, de se dire que il y a des phases et qu'on peut se faire aider dans différentes phases de sa vie et différentes difficultés.
Donc pour rappel, Alice, donc elle a eu un cancer, elle est en rémission de cancer et son retour d'expérience c'était sur l'incompréhension qu'elle a pu avoir avec son entourage et le conflit qui a pu être généré en termes de communication entre sa famille et elle, qui l'a poussée à ne plus s'alimenter en finalité. Et les axes d'amélioration qu'elle propose, c'est ouvrir le dialogue avec des diététiciens ou nutritionnistes au sein des établissements de santé ou des résidences pour justement mettre autour de la table les aidants, les patients résidents et aussi le personnel soignant pour discuter de cette alimentation qui est du coup individualisée et proposer également des ateliers de cuisine pour reprendre le plaisir de cuisiner et de manger ses propres choix et plats, pardon, et aussi reconnecter du lien social en faisant ça en équipe. Et du coup, je me tourne vers Hugo pour cette dimension un peu plus sociale et de reprise de confiance au fur et à mesure avec la dimension sociale. Dans le cadre de l'anorexie mentale, c'est vrai qu'on accompagne en particulier chez les jeunes la reprise d'une alimentation normale. On accompagne les parents à gérer les angoisses qui peuvent être liées à une réintroduction de certains aliments qui sont phobogènes, qui induisent de l'angoisse. On accompagne forcément les parents à adapter de manière adéquate les repas pour pouvoir permettre justement à la personne qui souffre d'avoir accès à l'ensemble de ses besoins tout en étant confronté, mais pas non plus en prenant des marches qui soient trop hautes d'emblée dans le cadre d'un programme de prise en charge. Et c'est fondamental, on voit à quel point c'est utile, en particulier chez les adolescents, de pouvoir accompagner avec l'ensemble de l'entourage. Mais en réalité, c'est utile chez l'adolescent, mais on peut très bien imaginer que ce soit tout aussi utile chez les personnes plus âgées, parce qu'un accompagnant naturel, un compagnon de vie, des frères et sœurs avec lesquels potentiellement il y a déjà une forme de relation de confiance, pourrait accompagner de manière adéquate et simplifier effectivement le fait de retrouver des apports beaucoup plus autonomes. Très bien, merci Hugo. Agathe, est-ce que vous voulez rebondir ? Alors dans la situation du cancer, il y a plusieurs choses qui vont intervenir pour limiter l'alimentation. D'une part, les problèmes digestifs. On a parlé de la déglutition de la bouche en fait jusqu'à la digestion. Mais il y a aussi des cancers qui n'ont rien à voir avec le tube digestif et qui en fait fabriquent plein de petites molécules qui provoquent une anorexie. Et quand on souffre d'anorexie, en fait les goûts changent. Et donc il y a une question vraiment abandonner l'idée qu'une personne malade mange pareil qu'une personne en bonne santé. Déjà que les personnes en bonne santé mangent toutes un peu différemment. Oui, il y a une altération du goût. Il peut y avoir une altération du goût, des envies. Le fait d'avoir des nausées, ça peut provoquer d'être attiré plutôt par certains aliments et repousser d'autres. Des aliments qui vont être peut-être très riches ne vont pas être supportés. Au contraire, quelque chose de très sucré va être accepté. On ne peut pas anticiper sur comment les goûts et la façon de manger va changer. Et vraiment, ce qui est important, c'est cette histoire de dialogue, c'est de ne pas attendre de cette personne qu'elle mange comme d'habitude et forcément ce qu'on lui sert. Et donc, il y a des travaux intéressants qui avaient été faits. Moi, je connais surtout l'hôpital, mais par exemple, des réfrigérateurs avec des plats tout faits, frais. Et finalement, les patients pouvaient aller choisir au moment où ils le souhaitaient, ce qu'ils le souhaitaient. Et finalement, ils étaient plus capables de manger, non seulement par la liberté qu'ils avaient de s'alimenter comme ils voulaient, mais aussi parce qu'ils pouvaient choisir les aliments avec le goût qui convenait, le froid plus souvent que le chaud, ou le sucré plus souvent que le salé. Et donc, c'est la difficulté dans ces situations-là, de maladie, mais aussi dans d'autres situations chez les personnes âgées, où la question, c'est pas de dire, voilà, c'est ça qu'il faut que vous mangiez. Il faut dire, voilà, de quoi vous avez envie. Et moi, quand je suis en consultation, je dis pas, voilà, maintenant, il faut manger ci, ça et ça. Je dis, en fait, voilà votre alimentation habituelle, on en a parlé. Qu'est-ce que vous pensez possible pour manger un peu plus ? Et en fait, c'est eux qui disent, les rendre acteurs. Et je leur propose des choses. Par exemple, ce qui passe assez bien, c'est le goûter, par exemple. Et je dis, au goûter, vous mangez ce que vous voulez. Alors, pour certains, c'est un pain au chocolat. Pour d'autres, c'est morceau de fromage, petit verre de vin. Ok, je peux l'écrire sur une ordonnance. Ça ne me gêne pas du tout. D'accord ? La question, c'est vraiment ça. C'est de s'adapter aux capacités physiques, mais surtout aussi de tout ce qui régule l'appétit et l'envie de manger, qui est très compliqué, de la personne.
Et ça peut changer dans le temps. C'est pour ça qu'il faut toujours adapter. Est-ce que vous pensez que l'environnement aussi du parcours de soins, pas forcément que le plat, mais aussi l'ensemble des personnes qui vont prendre le choix du menu ou du repas, l'environnement dans lequel ils évoluent, facilite justement ce... C'est sûr. C'est soin sûr, mais même vous mangez pas la même chose quand vous êtes tout seul dans votre cuisine, un peu à la bourre, pas un bonjour, que quand vous êtes à table avec des amis. Bon, l'environnement, ça a un impact énorme sur l'alimentation. Et donc, quand il s'agit de personnes qui ne sont pas autonomes pour faire tout ce qu'ils ont à faire pour manger, ben, en fait, l'environnement, juste la façon d'aider pour faire les courses, la façon d'aider pour faire la cuisine, la façon d'aider pour se mettre à table avec, ça va avoir un impact énorme. Et pour les gens dépendants pour manger, on va aussi avoir la façon de les aider à manger. Ben, je vais en profiter, ce qu'on voit classiquement, c'est des gens qui aident à manger, ben en fait, tu vas le faire avec le verre, je ne vais pas te nourrir avec un stylo, qui donnent à manger ou à boire, hein, ça sera le même geste, ben ils vont donner comme ça. Ok. Quelle est la participation? Il n'y en a pas. Elle est nulle. Il ne se passe rien. Mais si on fait ça, on n'y arrive pas, parce qu'on a que des gens qui tremblent, qui sont très rétractés, enfin, qui vont avoir plein de problèmes. Allez, on ne va pas te faire renverser le truc, mais tu as compris. Et donc, il y a une solution qui est intermédiaire, qui est celle-là. Voilà, c'est ceci, et c'est le geste-là, voilà. Et en fait, là, tu le fais parce que tu es dans le contrôle. Poser la main Relâche-toi du complètement, résident. ferme les yeux. Ok, on est d'accord que tu sais où elle va. Oui. Voilà. Donc, en fait, on lui a fait participer même quelqu'un qui est en fait complètement dépendant de l'autre. Voilà. Donc pour la caméra, donc tu poses ta main, la main du résident sur Je sur pose ta main. sa main sur mon poignet. Voilà, sa main sur mon poignet, parce que ce sera plus facile pour elle, mais ça va lui porter des informations qui vont aller jusqu'à la bouche. Voilà. Et Marion, tu as les mêmes sensations que si tu tenais le verre dans ta main. Complètement. Voilà. Enfin, je peux localiser le verre, je sais où il Elle est. sait où il est, elle est préparée. Voilà, c'est une solution toute simple, une petite illustration qui permet de comprendre qu'en fait, oui, ça c'est de l'environnement. C'est l'environnement, c'est l'entourage proche, et cette aide-là, par exemple, que je viens de vous montrer, est beaucoup plus efficace que celle-là, par exemple. Voilà. Donc ça peut être des tout petits gestes, en fait. Oui. Et du coup, je continue avec toi, Marion. Comment Sodexo intègre cette notion de plaisir, du coup de choix, dans les pratiques alimentaires? Alors, on place vraiment le plaisir et le choix au cœur de nos pratiques. On sait que l'alimentation, et surtout dans un contexte de soins, c'est pas juste un apport nutritionnel. Un des enjeux de l'alimentation hospitalière, c'est que le patient mange. On va dire que la meilleure des calories, c'est évidemment celle qui va être mangée. Et vous l'avez très bien dit, mais on sait que la possibilité de choisir son repas, ou à minima les goûts et les non-goûts, c'est vraiment un levier majeur pour favoriser la consommation du repas. C'est quelque chose qui a été mis en avant dans l'avis 78 du CNA. Ça a été aussi mis en avant dans les recommandations de la FDN, de la SFNCM, et c'est quelque chose qu'on a pu également constater via une étude qui a été réalisée auprès de 120 établissements il y a presque 10 ans maintenant. Donc après, plusieurs solutions sont possibles, hein, que ce soit la prise de commande directement au chevet du patient, le recueil des goûts, alors soit en préadmission, soit lors de l'admission, la mise en place de commandes connectées, ou même, comme vous l'avez cité, hein, un chariot en fait, amené directement dans les services, où les patients vont pouvoir venir directement autour du chariot. Et sur ce chariot, on va retrouver plusieurs choix d'entrée, de plats, de desserts, ce qui permet aux patients de vraiment pouvoir choisir à l'instant T. Cette dernière solution, elle permet vraiment de capter l'appétit du patient à l'instant T, parce qu'on sait que les envies, les tolérances, elles vont varier d'un jour à l'autre, elles peuvent même varier d'une heure à l'autre, et c'est notamment le cas dans des types de services comme l'oncologie, hein, par exemple, comme on l'a vu précédemment. Mais voilà, le but, hein, c'est que vraiment, si le patient il souhaite manger 2 entrées et un dessert parce qu'il n'est pas très bien, il sent qu'il n'y a que ça qui va passer, il n'y a que ça qui lui fait envie, et il peut se servir dans le chariot. Ou inversement, s'il veut juste prendre un plat et un dessert ou 2 desserts parce que ça lui fait envie à l'instant T, il le prend et il n'y a pas de sujet. Le but, c'est vraiment d'être en fait à l'écoute du ressenti du patient. On trouve souvent ça en EHPAD, on fait un potage enrichi, différents enrichissements, mais aussi avec une prise de commande avant, on lui fait choisir s'il veut un petit plateau de fromage, par exemple, avec différents assortiments, on fait, ou sinon une assiette sucrée avec plusieurs desserts, et on évince le plat, et ça fait plaisir et ça marche. J'avais aussi entendu parler d'une expérimentation où c'était buffet au petit déjeuner, et c'est-à-dire que les gens pouvaient venir une fois au buffet,
puis éventuellement une deuxième fois au buffet, parce que le petit déjeuner, c'est un repas qui est vraiment très apprécié. Et comme quelquefois ils se lèvent tôt, puis après ils vont faire autre chose, puis après ils se disent tiens, j'ai peut-être pas de petit déjeuner, j'y retourne. Et donc ça peut être aussi une façon d'augmenter les apports alimentaires. Et surtout avec le jeûne nocturne qui est assez long souvent en établissement de santé. Donc c'est vrai que le petit déjeuner, il y a beaucoup d'appétit à ce moment-là pour les patients résidents. Est-ce que justement vous recommandez un apport la nuit en fait, ce qui est sûr, c'est que de rester à jeun pendant 14 à 15 heures quand on est dénutri, c'est vraiment pas une bonne idée sur le plan métabolique. C'est pas seulement, il y a deux choses, c'est sur le plan métabolique, en fait, quand on est à jeun très longtemps comme ça, on a fini d'épuiser toutes les petites sources de glucose qu'on avait stockées dans le corps et on est obligé d'aller chercher dans les muscles les acides aminés qui vont refaire du glucose. Et donc ça veut dire qu'on érode les muscles chaque nuit. On dépense de l'énergie en plus de ça. Et on dépense de l'énergie. Et on enlève des protéines dans les muscles. Et donc, on sait que quand on est jeune et en bonne santé, et ben en fait, dans la journée, on va les refaire. Chez les personnes âgées, c'est un peu différent. Donc il y a une question de ça. Et puis la deuxième chose, c'est que si on garde des plages de jeûne très longues, ben finalement, même simplement la quantité de ce qu'on va manger dans les heures où on n'est pas à jeun, elle est moins importante. Et donc il y a des solutions qui sont en effet les collations. On aimerait bien que le dîner soit servi plus tard, que le petit déjeuner soit servi plus tôt. Ça fait 20 ans qu'on en parle et on n'y arrive pas du tout. Ça commence un peu. Ah ben tant mieux, je suis très contente de l'entendre. Ça commence un parce peu. que c'est vraiment compliqué sur le plan organisationnel, c'est ça. Et à ce moment-là, au moins donner des collations. Il y a aussi, il y a longtemps, on donnait des collations après le dîner, vers 9h, 10h, avec une tisane, quelque chose à manger. Et non seulement les gens mangeaient un petit peu plus, avaient moins de durée de jeûne nocturne, puis en plus, c'était quelque chose un peu offert, plaisir, et finalement, ils distribuaient aussi moins de somnifères. Okay. Donc vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup, comme tout est bien intriqué, avec la psychologie, ça peut jouer. Est-ce que justement, il y a des recommandations sur la partie psychologie, santé mentale, comme on peut l'avoir sur la partie nutritionnelle? Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour harmoniser justement l'ensemble des Le fait de pouvoir s'adapter à la structuration psychique de la personne, c'est un terme qu'on n'a pas utilisé là aujourd'hui, c'est le terme de trouble du spectre autistique, qui peut aussi venir induire des particularités au niveau de la prise alimentaire, mais aussi de la manière dont on va appréhender l'alimentation, avec parfois certaines personnes qui vont être très en difficulté vis-à-vis de certaines textures, certaines personnes qui vont être très en difficulté vis-à-vis de certaines couleurs d'aliments qu'on ne comprend pas forcément, mais c'est vrai que si on ne réussit pas à s'adapter à chaque personne et à la structuration psychique de la personne, mais aussi à la présence d'un trouble psychique, on va passer à côté de quelque chose dans l'abord alimentaire. Et donc c'est important en fait de vraiment pouvoir prendre en considération la personne dans son ensemble, et sur le plan psychique, sur le plan des apports le soir quand on est effectivement amené à jeûner pendant une très longue période et que ça peut induire aussi des troubles du sommeil, de pouvoir avoir une collation effectivement un peu plus tard pour limiter le risque de troubles du sommeil et donc avoir une meilleure récupération aussi et pendant la journée, c'est une chose importante. Prendre en compte les spécificités de la personne. C'est un peu le secret finalement, vraiment personnaliser le parcours de soins ou d'accompagnement. On personnalise avec une gamme d'outils qu'on connaît bien. Donc l'enrichissement fait partie, les collations font partie, la nutrition artificielle peut en faire partie. Enfin, donc on a toute une étendue d'outils, les compléments nutritionnels euros. On doit pouvoir adapter toutes ces solutions à une personne. Et donc il faut qu'on connaisse bien tout l'étendue de ce dont on dispose pour traiter une nutrition. Et là, on parle surtout jusqu'à maintenant d'alimentation, mais c'est vrai que la dénutrition, ce n'est pas seulement ce qu'on mange, c'est aussi refaire des muscles, c'est-à-dire c'est l'activité physique adaptée. C'est aussi prendre soin de sa bouche pour pouvoir mastiquer correctement et pas avoir des mauvais goûts dans la bouche, des mauvaises haleines, des choses comme ça qui peuvent perturber. Et c'est aussi quelquefois chez des gens très dénutris de supplémenter en vitamines. Il ne faut pas oublier la vitamine D, parce que si on n'en a pas, on a une faiblesse musculaire. Donc en fait, là j'enchaîne un peu sur une vision un peu plus globale de ce que c'est que de prendre en charge une personne dénutrie. C'est comprendre pourquoi. Et donc, quelquefois, c'est une seule raison. Un jeune qui a un cancer, souvent il n'y a pas beaucoup d'autres choses autour. Et donc, on va gérer ça. Mais chez une personne âgée, souvent, c'est plusieurs choses. Et donc, à ce moment-là, il faut essayer vraiment d'identifier
toutes les choses qui vont pouvoir soit couper l'appétit, soit limiter l'accès à l'alimentation, soit faire en sorte qu'ils n'aient pas envie de manger. Et donc, le bilan médical est assez complet, en fait. Quand je vois des gens en consultation, vraiment, je les examine des pieds à la tête. S'il faut faire des examens, des prises de sang, je le fais aussi. Il faut qu'on sache vraiment quelle est la cause. Si on ne traite pas la cause, on ne va pas traiter la dénutrition. Ouais. On est dans un cercle vicieux et si on ne traite qu'un bout, on ne s'en sort pas. Donc ça, c'est des points assez importants. Et puis aussi, le dernier point, c'est que quand on est vraiment en échec sur tout ce dont on vient de parler, d'individualiser au maximum, etc., il faut savoir que ça ne s'arrête pas là. On a les moyens de faire de la nutrition artificielle. La nutrition artificielle, ça peut être assez simple, c'est pas toxique. On met une sonde dans l'estomac et on met des choses qu'on pourrait aussi bien manger par la bouche. C'est pas... et les gens en fait, reprennent de l'appétit sous nutrition entérale. On peut ensuite enlever les sondes. S'il n'y a plus de tube digestif pendant un moment, on peut nourrir par les veines. Et donc, vous voyez que la gamme des soins est assez large. Et c'est sûr que l'alimentation, c'est vraiment la base, mais il faut penser aux solutions. Si vous voulez faire une bonne prise en charge nutritionnelle, vous pensez alimentation, vous pensez activité physique. Sinon, il n'y a pas de muscles et on ne se renourrit pas. Tout à fait. Donc c'est un travail pluridisciplinaire avec plein de professionnels et d'experts, de la restauration jusqu'aux médecins et au monde sportif. C'est ça. Donc un travail collectif, une vraie équipe. Pour continuer, une question pour Marion, mais aussi pour Hugo, sur finalement si on synthétise comment on crée un environnement qui favorise le choix et l'autonomie. Vous l'avez un peu dit précédemment, mais j'ai en tête, est-ce qu'il y a des codes à avoir quand on va faire une demande, en tout cas une proposition de menu, une présentation des plateaux avec Pascal. Est-ce que le fait d'avoir des plateaux colorés, mais du coup il y a la partie santé mentale, comme tu le disais Hugo, qui peut aussi jouer, l'écoute du patient, l'écoute des aidants et le rythme par rapport aux patients ou aux résidents, s'adapter à son rythme. Est-ce que vous avez des propos sur ce sujet? Créer un environnement qui favorise le choix et l'autonomie du patient, en fait, c'est avant tout miser sur l'humain. Le repas à l'hôpital, ça doit être un moment de plaisir et d'échange, pas juste une distribution de plateaux. En fait, le rôle des équipes, elle est primordiale. Prendre le temps avec les patients, présenter le plat, répondre à d'éventuelles questions sur le menu du jour, par exemple, c'est primordial. D'où l'importance qu'il y ait une vraie collaboration entre la cuisine et les services de soins. On accorde aussi beaucoup d'importance évidemment au retour des patients. C'est grâce à ça qu'on adapte nos pratiques. Et je parlerai aussi des alimentations thérapeutiques et de l'importance de bien expliquer aussi aux patients pourquoi il a telle ou telle alimentation thérapeutique. Parce que ça arrive souvent sur l'établissement. Que le patient, on lui serve un repas sans sel et il ne comprend pas, il ne sait pas pourquoi en fait on lui a donné ça. Donc d'où l'importance de bien lui expliquer. Et après, je dirais que c'est vraiment un tout, que ce soit la vaisselle, que ce soit la présentation du plateau, la mise en valeur des plats, des produits. C'est des détails qui changent tout dans la perception du repas et c'est ça qui va contribuer en fait, comme le à disait Agathe, l'autonomie c'est du comme si on patient. allait au restaurant, ça ça, change totalement la perception. Et c'est vrai que la pédagogie, le fait d'avoir quelque chose de plaisant, l'équilibre aussi, qui est quelque chose de très important, de pouvoir se permettre, je disais tout à l'heure, il est interdit d'interdire, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là, le fait de pouvoir se permettre de temps en temps d'avoir des repas qui ne soient en soi pas équilibrés, c'est OK, parce que l'équilibre ne se calcule pas sur le moment du repas, mais il se calcule sur une période beaucoup plus longue. Et c'est quelque part fondamental en fait, de se connecter avec des valeurs qui sont importantes pour soi, pour pouvoir s'autodéterminer. Le fait de proposer dans la diversité alimentaire des repas végétariens, par exemple, à des gens qui auraient un végétarisme ancien, ancré, en lien avec des convictions, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient en lien avec la souffrance animale, c'est quelque chose de fondamental aussi. Pas forcer les gens à manger des produits carnés s'ils sont vraiment incapables de le faire. Le fait de pouvoir vraiment se connecter, je disais, l'important c'est l'humain, de pouvoir se connecter aux valeurs intrinsèques à la personne pour amener à favoriser une alimentation qui soit la plus équilibrée possible, la plus agréable possible et la plus sociable pour tous et personnalisée.
Agathe? Oui, c'est important aussi de parler des restrictions, puisque là, on est en train de dire qu'il faut manger de tout, mais en fait, il faut aussi enlever les restrictions alimentaires. Une alimentation contrôlée en sodium n'a aucun sens dans les EHPAD, ni dans les hôpitaux, ni nulle part. Donc, on peut quand même déjà avoir cette idée que contraindre les gens à manger différemment et un peu d'une façon punitive, il faut que ça s'arrête, quoi. Oui. Donc vraiment, le régime diabétique n'a pas lieu d'être non plus dans les institutions. Les gens diabétiques ont le droit de manger de la confiture et du chocolat. Ils ont le droit de manger ce qui leur plaît. Toujours dans la notion de plaisir. Dans la notion où on ne vous empêche pas de manger, Oui. alors qu'en fait, on veut lutter contre la dénutrition. Il y a deux choses, les injonctions sont- contradictoires, c'est pas très efficace. Et en plus, surtout, si j'insiste un peu, c'est parce que ça n'a pas d'intérêt médical. D'accord. Personne n'a jamais montré que, bon, évidemment, si vous avez un diabète pas bien équilibré et que vous prenez 3 litres de jus de fruits par jour, ça Oui, va être c'est compliqué. On est d'accord, mais c'est rarement ce qu'on voit dans la réalité. Et surtout chez des personnes qui sont vulnérables, à risque de dénutrition ou dénutries, le fait d'élargir l'alimentation, là aussi, il y a un effet physique de manger plus de choses, y compris sucrées et grasses, et avec des protéines. Et puis, il y a un effet psychologique de je peux m'autoriser à manger de tout. Du coup, Mais c'est d'avoir quelque une chose courbe qui augmente. Voilà, exactement. Et c'est quelque chose qui est pas si facile à faire bouger chez les professionnels de santé. On avance, je dois dire, hein, aussi bien dans les institutions qu'à l'hôpital, on avance. Mais d'où cette table ronde, justement. Voilà, pour c'est ça. diffuser le message. C'est ça. Et en plus, c'est plus simple sur le plan de la restauration. On y gagne aussi, parce que c'est faire de la cuisine avec plusieurs menus différents. Et donc, finalement, tout le monde y gagne. Et on a en plus beaucoup de médicaments qui permettent de régler les problèmes médicaux sans ces restrictions alimentaires. Et du coup, justement, pour répondre à cette problématique d'acculturer l'ensemble des parties prenantes sur le parcours de soins ou du résident, comment on pourrait trouver des solutions pour justement ouvrir les chakras de tout le monde sur cette partie-là? Alors, moi j'ai une suggestion sur mâcher, il faut essayer. C'est montrer aux soignants, je fais ça et j'adore le faire. Donc sur les établissements? Oui, je fais le tour de France, moi. Je fais le tour de France des établissements et puis je vais montrer aux soignants, regarde, il peut mâcher. Je n'ai pas donné des trucs énormes, une énorme meringue que j'ai mise de force dans la bouche. Hein. Donc on fait avec un petit morceau, vous vous rappelez tout à l'heure, hein, j'ai dit un petit morceau à la taille de l'ongle du pouce et un petit morceau de biscuit. Pourquoi biscuit? Ça a été prouvé, montré dans la littérature, une publication, ça s'appelle le test de Thomas. Et en fait, le principe, c'est de donner un petit morceau de biscuit de cette taille-là et de le donner aux gens puis voir ce qu'ils font avec. Et ce qu'ils font avec, en général, ils le mettent dans la bouche et ils se mettent à mâcher. Et on l'entend, et on le voit. Et surtout, on voit les soignants qui sont émerveillés. Oh, j'aurais jamais cru qu'ils pouvaient. Avec les dents qu'il a, ben oui, ben ils se débrouillent. Ou c'est un automatisme? Les chiots font pareil, ils vous bouffent le bas des chaises. C'est intrinsèque à tous les animaux dont nous faisons partie qui ont des dents. Donc oui, tout le monde, enfin beaucoup de gens peuvent mâcher. Et quand on a montré ça à des soignants, déjà on leur met la puce à l'oreille, qu'il va pouvoir peut-être s'y passer quelque chose. Et après du raisonnable, il va pouvoir manger des frites, attention, on va réfléchir. Mais déjà, il va pouvoir mâcher un peu. Et ce un peu, il est très souvent un intérêt pour la nutrition. Je prends un exemple, mais tout simple, très très simple. Une danette, et dessus on va mettre, grâce à ça, on va pouvoir mettre un écrasé de biscuits, de spéculoos. Une danette avec des spéculoos, qu'on met au dernier moment, il faut qu'ils croûtent. Si on les met 3 heures avant, ça ne marche pas. Et là, on donne ça aux gens, et on regarde leur réaction. Et je vous assure, surtout, on regarde les réactions des soignants. Ils sont ébahis, émerveillés et heureux. Parce qu'ils sont heureux quand les gens sont heureux les soignants. Ça leur fait plaisir que les gens aient du plaisir. Et ce plaisir fait qu'ils consomment l'aliment. Donc on peut le faire avec une danette, ça c'est quand on n'a pas Sodexo sous la main, et quand on travaille avec Sodexo, on va pouvoir le décliner sur les repas tout entiers. Voilà, l'idée de inciter les gens à mâcher qui peuvent mâcher. Voilà déjà une piste, toute simple. Je regarde si les gens peuvent mâcher. D'autres solutions? Et puis l'effet d'hydrater, toujours. On parlait des légumes, par exemple, couper en petits dés, associé à une béchamel, associé à une sauce tomate, un truc simple. Ça apporte du goût, ça apporte... le visuel est là et les gens mangent, oui. Et Pascal, est-ce que via tes équipes, tu fais aussi des petites formations, ta culture sur ces problématiques des nutritions On essaie déjà d'instaurer un dialogue avec le personnel du soin, c'est la base, et surtout avec la personne qui donne à manger. Les chances, nous tout seuls dans notre cuisine, on n'est rien.
Et eux, soins de leur côté, ils sont rien non plus. Donc on a besoin de travailler tous ensemble, c'est vital pour la dénutrition. Et du coup, on échange, on fait des tests de texture, on leur explique pourquoi à nos équipes. Et après, c'est souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le cuisinier qui va dire, souvent en cuisine, on connaît mieux les résidents que les gens qui les servent. Et on dit attention, ce monsieur-là il mange haché, attention, ce monsieur-là il mange mixé. On a tendance à donner trop de mixé alors qu'il n'y a pas de problème de mastication. Et surtout, le truc important, je leur dis surtout, c'est pas en donnant beaucoup que le patient ou le résident va manger. Dissociez vos aliments dans l'assiette et puis amenez du goût, un bout de beurre, un truc, de la crème, ça fait toujours plaisir, tout le monde aime ça. Agathe et Hugo, est-ce que vous avez des formations, vous, au sein de vos équipes, justement en contact avec les autres partenaires du parcours de soins, pour justement avoir des angles de vue différents des missions de chacun? Alors, je pense que ces interactions, pour ce qui est de l'hôpital dans mon quotidien, ça se passe au niveau des clans, où en effet, les représentants de tous les professionnels, et la restauration, et les soignants, et la direction, peuvent prendre un temps pour évoquer ensemble les problèmes. Et donc, je pense que ça fait partie des structures, je vais militer là un petit peu, mais qui sont indispensables sur le plan évidemment de l'alimentation dans ces structures-là, et qui devraient avoir, qui sont pour l'instant seulement recommandées et pas obligatoires. Donc c'est une subtilité quand même politique qui n'est pas neutre, et qui n'a qu'un avis consultatif et pas de pouvoir décisionnel. Okay. Donc je pense qu'on pourrait avancer sur ce sujet-là. Là, je parle pour le collectif de lutte contre la dénutrition. C'est un bel axe de progrès. Et Hugo, est-ce que tu veux ajouter des éléments de réponse? La clinique dans laquelle je travaille, c'est sensiblement la même chose. Et après, on est très en lien les uns avec les autres dans l'équipe pour justement individualiser les prises en charge. Et pas grand-chose de plus à ajouter. Très bien. Merci pour ces échanges. Et on se dirige vers la fin. Et donc, finalement, on s'était dit, est-ce que l'enrichissement est la solution principale? Je vous propose peut-être de laisser un message que vous souhaiteriez transmettre aux professionnels de la santé à retenir sur chacune de vos expertises pour qu'on puisse le diffuser à une audience la plus large possible. Je commence par Xavier. Mâcher, c'est un enrichissement, mais c'est un enrichissement sensoriel et par conséquent un enrichissement du plaisir. Donc en fait, les enrichissements, ils ne sont pas juste nutritionnels, ils le sont sûrement, et c'est pas mon métier. Par contre, ils sont aussi sensoriels, et ça, c'est un gros apport de plaisir. Et le plaisir, c'est l'outil principal de lutte contre la dénutrition dans la population que je côtoie en tout cas. Très bien, merci. Marion? Alors moi, je dirais que la meilleure calorie, c'est celle qui est consommée. Ça passe par tout un tas de leviers qu'on a vus, et notamment le choix qui est fondamental. Mais il faut vraiment que le patient il puisse être acteur de son alimentation. Pascal? Il faut savoir écouter notre patient, notre résident, amener du goût, lui faire plaisir. Pourquoi pas lui faire un plat pour lui particulièrement. Et puis qu'on travaille tous ensemble, c'est important. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est que la dénutrition, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qu'on doit identifier, diagnostiquer et traiter. Et on a un niveau de preuve relativement important quand même que d'améliorer les apports protéino-énergétiques, ça améliore le pronostic. On peut améliorer ce que les gens mangent à l'hôpital, on peut améliorer ce que les gens mangent en EHPAD. À l'hôpital, ça va diminuer les complications pendant l'hospitalisation, et ça va diminuer les réadmissions après, et ça va diminuer la mortalité à 1 mois. Il n'y a pas beaucoup de traitements qui limitent la mortalité à 1 mois. Et c'est le cas de l'alimentation à l'hôpital. Très clair. Merci pour ce message. Hugo? Je dirais que l'enrichissement sensoriel, l'enrichissement de l'alimentation, l'enrichissement doit être humain. Globalement. Et c'est quelque chose d'absolument fondamental que de ne pas se fixer sur des règles qui soient arbitrairement définies par quelque chose d'extérieur, mais de vraiment s'adapter à chaque personne pour pouvoir amener à une sortie de dénutrition qui soit favorisée et qui va être différente pour chacun. Donc l'adaptation est, à mon sens, le meilleur type de réponse. Donc finalement, c'est un enrichissement à la fois alimentaire,
social, puisqu'on voit aussi, l'alimentation est un temps fort de la sociabilité en France, de la culture française, et que ce parcours de soins il doit être aussi personnalisé. Donc je vous remercie vraiment pour ces échanges et j'espère qu'on touchera aussi les autres professionnels de la santé à travers cette table ronde. C'est terminé et je rappelle que pour cette semaine de la dénutrition en 2025, il y a plus de 800 sites à travers la France et des sites de Sodexo santé médico-sociale partenaires qui seront sollicités pour justement mettre en lumière la dénutrition auprès de tous les professionnels de la santé, des aidants. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur sodexo.fr ou directement à nos invités sur leur adresse professionnelle ou sur le collectif de lutte contre la dénutrition. Je vous remercie vivement tous et bravo pour votre engagement quotidien tout au long de l'année. Merci à vous. Merci. Merci.